Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette édition du Mérite panafricain sur la chaîne de télévision Afrique Média. Direction la France pour retrouver notre invité qui nous attend déjà. Michel arrive, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je rappelle que vous êtes ancien député français. Vous êtes membre de la France insoumise de 2017 à 2022. Vous avez été député dans la deuxième circonscription de l'Ariège. Bienvenue à cette émission. Merci. Voilà donc, Michel arrive avec vous. Nous voulons essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Alors, dites-nous un peu comment est-ce que quelle a été votre réaction lorsque vous avez suivi ces propos tenus par un député français à forte propos, à forte teneur raciste? Oui, monsieur, ce sont des propos complètement racistes. Je me suis trouvé outré et outragé. Parce que la France, c'est pas ça. Nous avons là un représentant de la nation qui, dans l'hémicycle du pays des droits de l'homme, se permet une remarque absolument raciste à l'encontre d'un de mes camarades de la France insoumise. Je suis toujours à la France insoumise. Hein. Et donc, voilà, ma réaction, c'est celle d'une dérive, d'une banalisation de ces propos racistes et de stigmatisation où l'on veut assigner tout en chacun qui a sa couleur de la peau, qui a sa religion ou autre. Ça, c'est pas la France. La France, nous avons un contrat laïque, c'est-à-dire que tout le monde est bienvenu en France, quelle que soit sa couleur, sa religion. La France, si vous voulez, son identité, elle est née un soir de juillet 1789. Ça n'est pas comme dans d'autres pays, notamment africains, où l'identité est quelque part, ou quelquefois, ethnologique ou ethnique. En France, non, l'identité est politique. Elle est basée sur ce contrat social. C'est que tout être humain est l'égal de son prochain. Et donc, à partir de ce moment-là, le racisme est un délit en France. Il est un délit dans l'espace public, il est un délit dehors, il est un délit partout, encore plus dans l'Assemblée nationale. Donc, je suis outré de ce qui s'est passé hier, et j'ai apporté, bien sûr, mon soutien à mon ami Carlos Martins Bilongo, qui a subi ces assauts racistes. Il n'y a pas d'autre mot, ce sont des assauts racistes. Donc, ça n'a pas lieu d'être en France, et ça n'a pas lieu d'être encore moins dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Je les condamne, bien entendu, ces propos. Hein. Commis hier un tweet que j'essayais de lire. Vous avez écrit ceci: un député Rennes a tenu des propos racistes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale lorsque mon ami, je vous cite, Carlos Martins Bilongo intervenait. Non, le parti Le Pénis n'a pas changé. Il est toujours ancré dans la stigmatisation et l'exclusion. Je soutiens Carlos Martins Bilongo. C'est bien vous? Oui, oui, c'est moi et je le soutiens effectivement. Moi, je suis républicain français sur les bases de nos pères fondateurs. C'est celui du rassemblement, pas de l'exclusion. D'accord. Alors, je propose que nous prenions, avec votre permission, Michel arrive, cet extrait qui nous replonge sur ce qui s'est passé justement à l'hémicycle de l'Assemblée nationale française hier, et nous vous retrouvons juste après. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences... Mais... Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Alors, je vous propose...
Alors, je vous rappelle que l'article 74... Donc, si vous voulez que je prononce une sanction immédiatement, c'est seulement le rappel à l'ordre ou le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Et compte tenu de la gravité des faits, c'est la raison pour laquelle je préfère renvoyer au bureau plutôt que de prendre une décision sur le siège. Il aura lieu mercredi, Madame la Présidente Panot. Mais je n'ai pas forcément tous les présidents de groupe ici, tous les membres du bureau. Je préfère que le bureau puisse se prononcer de façon complète et sereine sur cette question. La séance est compétente pour pouvoir se prononcer sur ce qui vient de se passer dans l'hémicycle. Je vous propose, compte tenu de l'émotion légitime qui s'est emparée... Avec Italie. Allez-vous vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte, qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage? Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Mais... Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Attendez, mes chers collègues. Non, mais qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. S'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me laisser parler, s'il vous plaît? Alors... Je vous propose, compte tenu de l'événement grave qui vient de se dérouler, d'une part, de renvoyer cette question au prochain bureau qui a lieu mercredi prochain, donc ce mercredi, et qui est, à mon sens, à même de pouvoir déterminer si les faits qui ont été commis à l'instant sont passibles d'une sanction et de quelles sanctions ils sont passibles. Donc je vous propose de mettre cela à l'ordre du jour de notre prochain bureau. Alors... Ma chère collègue, le bureau, alors, alors, je vous rappelle que l'article 74 de notre règlement prévoit que les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure et la censure avec exclusion temporaire, et que ces deux dernières sanctions ne peuvent être prononcées que par le bureau. Donc si vous voulez que je prononce une sanction immédiatement, c'est seulement le rappel à l'ordre ou le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Et compte tenu de la gravité des faits, c'est la raison pour laquelle je préfère renvoyer au bureau plutôt que de prendre une décision sur le siège. Et comme nous avons un bureau dès cette semaine, dès ce mercredi, je pense que c'est l'organe pluraliste compétent pour pouvoir se prononcer sur ce qui vient de se passer dans l'hémicycle. Je vous propose, compte tenu de l'émotion légitime qui s'est emparée de l'ensemble des membres de cette Assemblée et de l'ensemble du gouvernement, de suspendre la séance de questions au gouvernement et nous nous retrouverons demain pour l'examen de la motion de censure à 15h30, ainsi qu'on a décidé la conférence des présidents. Il aura lieu mercredi, Madame la Présidente Panot. Mais je n'ai pas forcément tous les présidents de groupe ici, tous les membres du bureau. Je préfère que le bureau puisse se prononcer de façon complète et sereine sur cette question. La séance est suspendue. Voilà, Michel Larive, vous venez de regarder ces éléments, tout comme nous. Dites-nous, si vous étiez à l'hémicycle hier, qu'auriez-vous fait? Dans votre passage, il manque quand même le plus important, c'est que vous entendez que mon ami Carlos s'interrompt à un moment donné où il dit pas du tout. C'est parce qu'un député du Rassemblement National l'interrompt en lui disant qu'il retourne en disant dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique, en parlant de
de Carlos. Donc à partir de ce moment-là, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Ce que j'aurais fait, la même chose que mes collègues, c'est-à-dire que je serais vivement intervenu. Maintenant, la sanction est tombée. Je vais vous donner des informations en direct. Le bureau s'est réuni. La sanction en bureau de l'Assemblée nationale est tombée. Ce député a écopé de la peine maximale prévue par le règlement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 15 jours d'exclusion de l'hémicycle et la moitié des émoluments retenus pendant 2 mois. Ça a été voté en bureau et voté à l'Assemblée nationale par une procédure rarissime qui s'appelle le voter assis debout. Et donc ceux qui sont debout votent pour, ceux qui sont assis votent contre. Donc les députés ont approuvé à leur très grande majorité l'exclusion de ce député Rassemblement national pendant une durée de 15 jours de débat. Alors c'est pas 15 jours ouvrables, hein, c'est 15 jours de débat. Est-ce que vous avez le sentiment que ces sanctions, sont proportionnelles à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale française, ou c'est juste un message qu'on a voulu passer? Ah non, mais fondamentalement, il y a un règlement, donc la présidente et l'Assemblée nationale a appliqué le règlement, mais pour moi, effectivement, ce personnage n'a pas sa place dans cet hémicycle. Donc non, la sanction, vous savez, la première sanction, c'est celle des électeurs. Les électeurs ont voté pour ce type. Ce type ne leur a sûrement pas dit qu'il allait dire des insanités dans l'hémicycle quand il s'est présenté aux élections législatives. Il leur a sûrement pas dit ça. Alors la première sanction, c'est celle des électeurs qui ont mis un bulletin de vote au nom de ce garçon et qui l'ont envoyé dans l'hémicycle et qui doivent bien se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez, tout ceci participe en France d'une banalisation de l'extrême droite. Nous avons une chaîne, CNews, qui est maintenant la cousine de Fox News aux États-Unis. C'est-à-dire que on y déblatère des insanités où des gens même sont rappelés à l'ordre par le CSA, qui s'appelle maintenant l'ARCOM, et notamment Zemmour et tout, lorsqu'il était intervenu, avait reçu une amende de 200 000 € pour des propos injurieux et à tendance haineuse sur ces plateaux. Donc, si vous voulez, on est en train, en France, il y a une espèce de banalisation de la rhétorique d'extrême droite et du champ sémantique de l'extrême droite que tout le monde reprend à droite, jusque dans la majorité présidentielle, jusque dans la majorité de M. Macron, qui se permet des fois de reprendre des parties rhétoriques du discours de l'extrême droite. Alors, si vous voulez, au bout d'un moment, ces gens se sentent en toute impunité capables de pouvoir envoyer des insanités comme ça dans le lieu symbolique de la République française, le lieu de la démocratie française, l'Assemblée nationale. Alors, nous devons, nous, société française, responsables français et surtout médias français, se mettre face à nos responsabilités. À force de banaliser le discours de l'extrême droite, nous arrivons à ces limites-là. Alors sachez que ce monsieur le dit dans l'hémicycle, imaginez de ce qui se passe derrière. Et si vous avez, je pense que votre métier de journaliste veut que vous avez regardé mon tweet, mais est-ce que vous avez regardé les réponses des tweets de mes camarades, les réponses haineuses qui ont suivi les tweets de mes camarades pour soutenir Carlos? Nous sommes face à un danger de l'extrême droite en France qui est absolument formidable parce qu'il a été accompagné par les médias et que notamment on a un grand groupe que vous connaissez bien en Afrique, notamment le grand groupe de monsieur Vincent Bolloré qui a racheté des médias en France et qui a donné une ligne éditoriale proche de cette rhétorique d'extrême droite. Et quand vous allez sur CNews, vous avez des invités qui n'hésitent pas à accuser le migrant de tous les maux et tout. Donc au bout d'un moment, on banalise ce qui est pour moi condamnable. Et je pense que la sanction qui est prévue par le règlement, c'est celle que l'on doit appliquer, mais pour moi, elle n'est pas suffisante. Ce personnage n'a pas sa place dans l'hémicycle de la République française. Et d'ailleurs, dans aucun hémicycle d'une République fonctionnant sur des bases démocratiques.
Merci beaucoup, Michel Larive. Est-ce que ce qui s'est passé en France n'entre pas, je voudrais bien savoir, dans une logique d'une certaine population aujourd'hui en Occident, qui n'hésite pas à chaque fois que l'occasion se présente de faire un peu trop sur le dos du continent africain, qui a pourtant tout apporté à l'Europe. Il y en a certains qui parlent même de la surexploitation du continent africain par l'Occident. Et lorsqu'on essaie un peu de voir le manque d'intérêt qu'aujourd'hui qu'a l'Europe vis-à-vis du continent africain, lorsqu'on comprend ce qui se passe en Ukraine, par exemple, l'intervention de l'Europe face à l'Ukraine, et contrairement à ce qui se passe sur le continent africain, est-ce qu'au-delà d'un simple propos d'un député français, ce n'est pas vraiment une démarche logique d'une bonne partie des Occidentaux aujourd'hui vis-à-vis des Africains? Alors, attendez, monsieur. Vous généralisez et c'est vraiment très gênant. Moi, ne m'assimilez jamais à ce personnage. Jamais. Je n'ai rien à voir avec ce personnage. Non, pas vous, Michel Larive, pas vous. Justement, ce personnage n'est pas représentatif des Français. D'accord? Il n'est pas représentatif des Français. La très grande majorité des Français et des Françaises ne sont pas, à l'image de ce personnage, racistes ou xénophobes. Donc, quant au continent africain, il s'agit d'un personnage qui fait un acte qui donne une parole raciste dans l'hémicycle. Ce personnage a une position importante, il est député. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est grave. C'est grave d'abord pour notre démocratie. Tout à fait. C'est grave pour mes amis. C'est grave pour mes amis français de couleur. Parce que qu'ils soient réduits à leur couleur de la peau, moi, ça, je ne peux pas le concevoir. Ils sont français comme moi. Ils participent à la construction et à l'évolution de notre nation comme moi. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà la problématique. Je ne le ramène pas à la problématique d'une exploitation ou autre d'un quelconque continent. Je le ramène à une parole donnée par un individu qui ne correspond pas à la parole de la majorité des Français. D'ailleurs, vous pouvez vous voir que dans l'hémicycle, à part le groupe du Rassemblement national et peut-être quelques droitiers de chez droite, peut-être, eh bien, tout le reste de l'hémicycle a condamné ces paroles. Donc voilà, après, pour le reste, vous pouvez, vous, en déduire ce que vous voulez, mais vous pouvez pas en déduire l'exploitation du continent africain à partir de ces paroles-là. L'exploitation du continent africain, nous savons l'histoire. Elle a existé. C'est très grave et je le condamne aussi. C'est l'histoire, effectivement. Et c'est aussi le présent pour certains cas. Mais c'est pas à partir de ces paroles-là que vous pouvez déduire le reste. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont deux sujets différents. Si vous voulez parler de ce sujet-là, on parle pas du racisme dans l'Assemblée. Il y a aucun lien. Il y a aucun lien. Parce que, alors, puisqu'on a la chance de vous avoir, Michel Larive, j'aimerais bien quand même avoir votre avis dessus. Ce n'est pas seulement le cas de la France. On se rend quand même compte que le racisme est en train quand même de monter de plus en plus à travers le monde entier. Oui. De votre point de vue, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, je vais aussi toujours poser le problème des Africains sur le terrain de football. Ils sont victimes du racisme. Comment on peut expliquer cela? C'est la banalisation, monsieur. Je vous l'ai dit, c'est la banalisation de la parole raciste et la parole xénophobe. Et c'est l'opinion. Et vous savez quoi? La fabrique de l'opinion, eh bien, ce sont les médias. Vous êtes aussi un média. Et vous fabriquez l'opinion. Et comme je vous dis, quand vous avez des journaux comme Valeurs Actuelles ou autres, et vous avez des chaînes de télévision comme CNews qui fabriquent une opinion, si vous voulez, ils le rendent coupable de tous les maux économiques, sociaux des pays occidentaux. Ils rendent les migrants coupables de ces maux-là. C'est trop facile, mais c'est très facile pour qui ne veut pas réfléchir. Vous comprenez? Celui qui essaie de construire effectivement une nation responsable, lui réfléchit un peu plus loin que le bout de son nez et se dit effectivement, il y a d'autres choses à faire. Mais cette rhétorique et ce champ sémantique est tellement démagogique et simpliste que des gens simples adhèrent à ces choses-là. Ils se disent finalement pourquoi pas. Finalement, si moi il me manque ceci, cela, c'est pas forcément parce qu'il y a une accumulation de richesses par les plus riches, c'est peut-être le migrant qui m'a pris ou quoi.
Alors, c'est complètement faux, c'est complètement faux. Mais il y a cette fabrique de l'opinion dont les médias sont les constructeurs, les fabricants de cette opinion-là. Il y a peu de journalistes maintenant, il y en a encore, il y en a encore, mais qui font leur mission d'information. Ils sont plutôt, dans certains cas, dans une mission de propagande. Et bien sûr, la propagande qui est en ce moment livrée est ordolibérale et exclusive, c'est-à-dire qu'elle propose une exclusion d'une partie de la population. Et vous voyez que ce discours, malheureusement, fonctionne. Nous avons eu Trump aux États-Unis, nous avons eu Meloni en Italie. Heureusement, notre ami Lula a gagné de très peu au Brésil. Mais j'espère que c'est la fin d'un mauvais cycle qui était en train de se mettre en place, où on voyait l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Parce que sachez que la France n'est pas à l'abri d'avoir un pouvoir d'extrême droite à sa tête. Et tous les démocrates et tous les gens épris de laïcité dans l'esprit des Lumières, qui est la fondation de la République française, eh bien, tous ces gens-là combattront contre l'extrême droite et empêcheront l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Mais il y a un danger, parce qu'il y a une banalisation, un accompagnement par les médias notamment, et par les politiques aussi, par certains politiques, du message d'exclusion de l'extrême droite, qui fait que ce message est en train de rentrer dans le langage commun. Et ça, c'est dramatique. Je le condamne absolument. Merci beaucoup à vous, Michel Larive. Dernière question. Alors, vous avez parlé avez raison de la banalisation de ces propos, le rôle des médias. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui? Est-ce que vous avez la conviction que les choses pourront changer peut-être demain? Est-ce qu'il y a un travail de fond qui se fait déjà peut-être à votre niveau, dans votre formation politique? Je sais que vous vous battez chaque jour contre ce genre de propos à travers la France. Est-ce que vous avez le sentiment que on pourra vraiment gagner la bataille contre le racisme qui monte? Mais écoutez, heureusement que je le crois. Sinon, on ferme boutique tous. Écoutez, j'ai 56 ans, depuis que j'ai une conscience politique, à peu près 16 ans, donc depuis 40 ans, je me bats contre ces politiques d'exclusion d'extrême droite. Je suis pas le seul. La très grande majorité des Français se bat contre cet espace nationaliste d'extrême droite. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que nos institutions aujourd'hui font que nous avons 89 députés d'extrême droite en France. Je pense que la Ve République a trouvé ses limites dans le champ institutionnel, dans le champ communicationnel. Voyez, il va y avoir ce qu'on appelle une niche parlementaire qui va arriver pour notre groupe parlementaire. Nous allons proposer effectivement une proposition de loi d'empêchement de la concentration des médias aux mains d'un seul homme. Vous savez que Bolloré, aujourd'hui, est en train de s'approprier l'édition littéraire aussi. Donc, au-delà de la fabrique de l'opinion, il y a la fabrique de la pensée. C'est celle qui est au travers du livre. Et les jeunes gens qui vont lire ça, vont prendre ça comme de la littérature et donc une opinion normale. Le racisme n'est pas une opinion. C'est un délit. C'est un délit. On ne doit pas être raciste. Ce n'est pas une option. Pour un républicain, être raciste n'est pas une option. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc oui, je me battrai et je pense que j'ai de l'espoir. Je pense que nous allons l'emporter. Vous savez, nous ne l'avons pas emporté de justesse là parce que il y a eu encore quelques divisions dans notre camp de gauche. Mais enfin, l'union est advenue. Et avec cette union, nous avons, oui, de bonnes chances de remporter les prochaines échéances électorales, et puis jusqu'à la magistrature suprême, qui est la présidence de la République. De toute manière, je vous l'annonce aujourd'hui, à la fin, ça finira entre eux et nous. Merci beaucoup, Michel Larive. Je rappelle que vous êtes ancien député français, membre de la France Insoumise de 2017 à 2022. Vous étiez député dans la 2e circonscription de l'Ariège
Ça a été un véritable plaisir pour nous de discuter avec vous autour de ce qui s'est passé en France. Et merci pour tous les éclaircissements que vous avez bien voulu rapporter à nos téléspectateurs. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, meilleur à vous. Madame, Messieurs, une fois de plus, donc merci de nous retrouver sur ce plateau de Le Mérite panafricain. C'était avec un véritable plaisir que nous sommes là. Nos invités sont déjà en place. Je vais donc les présenter. Je commence par vous, Dr Yamtiba, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de suivre cet entretien avec l'ancien député français, Michel Arif, sur ce qui s'est passé en France hier. Votre réaction est bienvenue d'abord. Ma réaction sur quoi? Sur ce qui s'est passé. Sur ce qui s'est passé. Enfin, disons, je ne sais vraiment pas quoi penser. S'il y a une réaction particulière à avoir, la République en France est structurellement raciste et la société française est organiquement raciste. Donc, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a comme ce qu'il y a de nouveau là-dedans. C'est le quotidien, c'est ce qui se passe dans les rues françaises, dans les entreprises françaises, dans les quartiers français. Les gens qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, c'est les gens qui viennent de ces entreprises, de ces quartiers, de ces rues, de ces universités, de partout. Donc je vois vraiment pas ce qu'il y a de nouveau là. Il se passe simplement que c'est la France qui s'exprime, c'est tout. Ce n'est pas parce que certains ne l'ont pas dit comme ça, mais prenez toutes les lois qu'il y a en France, elles sont structurellement racistes. Donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Merci donc à vous. Et, pardon, il y a une petite chose. Il y a un seul moyen que nous avons de... Je ne vais pas dire de mettre fin à ça, parce que notre rôle ou notre objectif ne sera jamais d'aller dire aux Français ce qu'ils ont à dire ou comment se comporter, parce que eux, c'est ce qu'ils ont voulu faire chez nous. Si vous avez un pays qui vient vous dire comment vous devez être, qui applique une politique assimilationniste chez vous, ça veut dire que si vous n'êtes pas comme eux, ils ne vous accepteront jamais. Parce qu'ils disent qu'ils veulent vous assimiler. Sauf que je ne sais pas comment est-ce que un beau jour, un bœuf va décider que lui va assimiler une girafe, ou il va vouloir que les girafes deviennent des bœufs, ou que des lions deviennent des bœufs. Bon, ça veut dire tout simplement que cette personne, dans sa structure mentale, n'a pas envie de vous accepter comme vous êtes. Tel que vous êtes, vous représentez quelque chose qu'on n'accepte pas. Et donc, vous devez faire l'effort, vous, de devenir ce que lui, il est. C'est-à-dire que lui, il est un bœuf, vous êtes un lion, il faut que vous deveniez un bœuf. Et que vous ne soyez plus le lion. Or, ça n'a pas de sens. Vous n'avez pas à être un bœuf comme lui. Vous êtes un lion, vous êtes un lion. Et voilà pourquoi un retour de refoulé peut se faire même là. Mais pourquoi ça se fait là, réellement? Parce qu'en fait, le problème de fond n'est même pas que ça se soit fait, mais que ça se soit fait là. Ça se fait là parce que c'est là que toutes les lois racistes, et c'est là que la France, la République raciste s'est structurée. Et cette République s'est structurée, je crois que la France, ce n'est pas la première, ou la troisième, ou la quatrième République. La France qui est là, la République française, c'est plus de 2 siècles. Ils sont à la 5e, et ça fait 5 républiques que, structurellement, ils sont racistes. Maintenant, si on peut comprendre qu'il y ait effectivement beaucoup de Français qui ne partagent pas cette façon de faire. Exactement, on l'a suivi. Mais on les a pas beaucoup vus se lever pour des choses essentielles qui nous montreraient qu'ils ne sont pas là. Aller faire une proposition de loi contre le racisme, machin comme ça, ou la concentration des médias, c'est pas ça qui règle le problème du racisme. Vous savez, les Européens nous le racisme. Parce que ce qui est au fond du racisme, ils ne sont pas capables de s'en occuper. Le fondement du racisme, c'est leur religion. L'un des fondements, le premier, c'est leur religion. Vous voyez des gens se lever et dire qu'ils vont modifier leur religion. Ils vont modifier le christianisme. Mais si vous dites aux gens, vous répétez aux gens 5 fois par jour, tous les jours, que les Noirs sont maudits, que en fait, vous justifiez la traite négrière à travers votre propre religion.
Comment vous pensez qu'un jour ils vont changer? Et il n'y a pas que le fait qu'on leur répète ça tous les jours. Vous avez dit oui, mais ils sont plus très religieux, machin. Mais c'est écrit dans leur livre d'histoire. C'est écrit dans leur livre de littérature tous les jours. On répète ça. En fait, ce n'est pas ça. C'est que vous avez cette cause et vous avez la deuxième cause qui est le capitalisme. Mais qui est encore pire que la cause religieuse. C'est que vous avez un système économique qui est devenu un système politique qui veut que on puisse piller normalement les autres. Vous avez un député qui vient, ou un ancien député, je ne sais pas, il est député, il n'est pas député. Pendant qu'il était là, il vous a dit qu'il a demandé qu'on mette fin au franc CFA. Mais un type qui vous pille, qui aspire toute la valeur ajoutée de chez vous, comment vous voulez qu'il vous respecte? Mais il va considérer que vous ne valez rien, puisqu'il bon, merci. Là c'est votre point de vue. Non, laissez-moi parler. Il a donné son point de vue, laissez-moi donner le mien. Allez-y. Évidemment que c'est le mien. Oui. Est-ce que je vous ai dit que je donne le point de vue de quelqu'un d'autre? Je donne mon point de vue à moi. Je ne vais pas donner le point de vue de quelqu'un d'autre, puisque je ne parle pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, vous avez des gens qui viennent là, qui vous passent le baume, qui commencent à vous raconter que oui, Bolloré a fait machin. C'est peut-être la seule chose intéressante qu'il dit. En fait, vous avez tous ces grands groupes français qui sont en Afrique, qui pillent l'Afrique, et qu'on utilise comme pour piller l'Afrique. Mais le fait que ces gens-là arrivent à piller l'Afrique et à la rendre pauvre, c'est ça qui alimente le racisme chez eux. Le racisme est là-bas parce qu'il y a un groupe de Français qui sont devenus fous. Ils ne sont pas fous. Ils observent, ils se rendent compte que mais ces gens-là ne valent rien. On peut piquer le pétrole chez eux, on peut piquer la banane chez eux, on peut leur vendre des trucs qui ne valent rien. Pourquoi vous voulez qu'on respecte des types comme ça? C'est ça le problème. Les Africains, vous savez qu'on est en Afrique et on évite les vrais problèmes. On ne veut pas dire les choses qui sont telles qu'il faut dire. On dit, ah non, il faut, vous savez, il faut être modéré, il faut faire machin. Alors que pendant ce temps, les autres vous regardent droit dans les yeux. Un type vient à la télé, sur une chaîne de télé africaine, il vous regarde droit dans les yeux et il vous dit que vous ne valez rien. Et on va faire un truc là pour les médias. Est-ce que c'est ça le problème de fond? Ce type-là, pourquoi il ne peut pas vous dire qu'il va faire une proposition de loi pour que le franc CFA n'existe plus? Pourquoi il ne va pas faire une proposition de loi pour qu'il n'y ait plus de bases militaires françaises en Afrique? Voilà les choses qui entretiennent le racisme des Français contre les Africains. Puisque vous ne représentez rien. Est-ce qu'il y a une base militaire française en Russie, aux États-Unis, au Canada ou en Chine? Ou en Inde? Mais du coup, il respecte les Indiens puisqu'il ne peut pas installer une base militaire là-bas. Puisque la monnaie qu'on utilise là-bas n'est pas la leur. Ce n'est pas eux qui la fabriquent. Voilà les causes profondes, les vraies causes du racisme qui s'exprime là-bas. Est-ce que ces gars-là peuvent se lever et aller construire une église en Arabie Saoudite? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils peuvent affecter un prêtre là-bas en Arabie Saoudite. Voilà les causes profondes du racisme. Sauf que lui, il ne parle pas de ça. Il vient vous passer le baume, il vous fait une rhétorique amusante qui fait que vous vous demandez, mais ce type, est-ce qu'il s'écoute parler? Peut-être qu'il n'a jamais mis les pieds en Afrique, c'est pour ça qu'il ne comprend même pas de quoi il parle. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir dire aux Français clairement. Et ils détruisent leur propre société, ce n'est pas nous qui détruisent. Nous avons une capacité de restauration et ils l'ont vu avec le panafricanisme qui renaît. Et qui est né, dont la restauration se fait à partir de l'Afrique, ce n'est pas à partir des États-Unis. Et si ça se fait à partir de la base, là où se trouve le continent noir, là où se trouve le berceau des Africains, vous comprenez très bien que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pourra plus arrêter. Parce que quand les revendications pour les indépendances ont commencé ici, on ne les a pas arrêtées. Nous sommes quand même arrivés aux indépendances. Elles sont factices, elles sont machin, mais nous arriverons quand même à libérer l'Afrique et avoir une vraie indépendance le moment venu. Donc, les Européens, pour qu'ils gèrent le problème du racisme, ce n'est pas un truc événementiel. Ce n'est pas quelque chose d'événementiel. C'est d'aller regarder les fondements même de leur entreprise. C'est d'aller se rendre compte qu'en tant que député, l'argent les émoluments qu'on lui paye là, c'est grâce au franc CFA. Ce n'est pas de dire un député, on lui a coupé la moitié des émoluments, il a 15 jours de suspension. Ça fait quoi? On a condamné. Mais ça fait quoi? Ça change quoi? On a condamné Zemmour. Ça a changé quoi? Dieu donné Mbala, on a décidé qu'on ne l'invite plus. Ostracisme total. Point. C'est ça en fait la France profonde. Donc quand vous regardez, et les gens qui ont décidé, ce ne sont pas seulement les chaînes de droite là, ou d'extrême droite qui ont décidé de ne plus l'inviter, c'est toutes les chaînes françaises. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a un consensus français là-dessus. Ce n'est pas une histoire simplement d'un groupe. Il y a un consensus français sur le fait que les Africains n'ont pas à avoir la parole chez eux. Point. Et à partir du moment où
les gens pensent comme ça, mais vous voyez leur comportement au quotidien. Et leur comportement au quotidien, c'est par exemple que on va décider qu'il y a un Africain qui n'aura plus la parole ici, et c'est tout le monde qui va refuser de lui donner la parole. Donc, en fait, la question du racisme en Europe, en France et en Europe, n'est pas une simple question événementielle. C'est une question structurelle sur laquelle il faut sérieusement prendre le temps de réfléchir. Et il faut que ces gens-là vous disent comment vous pouvez vous leur demander, poser des questions qui ne leur plaisent pas. Comment pouvez-vous penser qu'il y a un Dieu qui a maudit les Noirs? À partir du moment où quelqu'un pense que Dieu, et l'image de Dieu, c'est l'idée que c'est quelque chose d'indépassable, qui est suprême, qu'on craint. À partir du moment où quelqu'un dit tous les âmes dans sa culture que c'est comme ça, que c'est Dieu lui-même qui a fait ça, comment vous allez lui arriver ça de la tête? À partir du moment où quelqu'un est là, il sait que vous travaillez pour que lui mange. Et qu'il va renvoyer chez vous de la friperie, il va renvoyer chez vous les choses qu'il a utilisées. Vous voulez qu'il vous respecte. C'est ça les problèmes de fond quand vous voulez questionner le racisme. Lorsque les gens envoient chez vous jusqu'aux sous-vêtements, jusqu'à la lingerie de leurs femmes qu'ils ont utilisées et qu'ils jettent, et on renvoie chez vous. Vous pensez qu'avec ça, ils vont vous respecter? Non, mais vous ne comprenez pas les mécanismes économiques, vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas que vous prenez, ce n'est pas vous qui prenez, c'est que le système économique est tel que c'est la seule chose qui arrive chez vous. C'est ça le système économique. C'est-à-dire que vous n'avez même pas le choix. Mais regardez le problème par exemple de gaz dans lequel le Cameroun se retrouve. Vous nagez sur le gaz, mais vous n'avez pas le gaz chez vous. Vous croyez que c'est parce que les Camerounais ne veulent pas du tout produire le gaz domestique chez eux? C'est que le système est organisé tel que c'est comme ça. Si vous dites aujourd'hui, je m'en vais voir les banques qui sont là, vous voulez produire du gaz ici, vous voulez produire de la lingerie pour les femmes du Cameroun, au Cameroun, ou au Sénégal, ou au Mali, vous n'aurez jamais un prêt pour ça. Vous n'aurez jamais un financement bancaire pour ça. Par contre, non, je parle de manière générale, ceux qui utilisent le franc CFA. Par contre, si vous dites que vous voulez importer de la friperie, le lendemain matin, vous aurez du financement. Pourquoi? Mais parce qu'on vous méprise, on sait que c'est votre niveau. Ces choses-là. Donc, je vais sortir. Un jour, on mettra fin au racisme en Europe. Mais ce n'est pas les Européens qui mettront fin au racisme. Ce n'est pas les Blancs qui mettront fin au racisme. C'est nous. Et nous allons mettre fin au racisme en faisant deux choses. Qui sont lesquelles? Simples. La première, l'unité politique du continent. Pour que 1,5 milliard de personnes que nous sommes aujourd'hui, qui seront 2,5 milliards en 2050, soit un seul pays. Et soit donc le pays le plus peuplé et le plus puissant. Si l'Afrique tout entière se mettait ensemble, nous sommes plus peuplés que la Chine. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants, nous sommes 1,5 milliard. Si aujourd'hui vous avez un pays peuplé de 1,5 milliard d'habitants, tous ces gens-là, qui peuvent insulter les Africains comme ils veulent là, ils vont se calmer. Parce qu'on aura un État. On ne fait pas les choses, il ne faut pas imaginer que c'est parce que les médias ont dit, les médias ont fait. C'est un État qui fait que les médias fassent comme ça. C'est un État organisé qui fait ça. Et c'est un système économique qui fait ça. Donc, comme nous aurons notre État et que nous mettrons en place notre propre système économique, notre propre façon de faire, ces gens ne feront plus ça. Et la deuxième chose donc, c'est que grâce à ça, nous allons restaurer la puissance scientifique et économique, technologique de notre État africain. Et quand vous avez des gens qui contrôlent, en 2021, c'était 33% des matières premières qui avaient une valeur minimale de 33 000 milliards de dollars, n'ont même pas vu un franc. Quand les gens peuvent vous voler comme ça, mais ils vous méprisent. Et donc, à ce moment-là, on leur dira, vous nous payez dans notre propre monnaie. En 2050, nous contrôlerons 50% des matières premières vendues dans le monde, qui seront vendues dans le monde. Donc, nous aurons en 2050, au minimum, la capacité d'encaisser 50 000 milliards de dollars. Ça représente l'équivalent de 2,5 fois le PIB des États-Unis et de la Chine ou de la Chine aujourd'hui. Monsieur, c'est ça qui fait que le racisme va finir. Parce qu'il va finir, pourquoi? Il va finir parce que pour que quelqu'un accède à nos matières premières, il viendra nous les demander en rampant. C'est la seule manière de mettre fin au racisme. Vous n'allez pas mettre le fin au racisme en disant que les médias vont machin. Non. Vous mettez fin au racisme en disant aux gens, c'est A ou B, point. C'est vous nous respectez ou pas. Pourquoi à votre avis, personne ne s'hasarde à insulter les Chinois en Europe? Pourquoi? Ils sont puissants. Ils ont construit une économie puissante. Ils ont la capacité de défendre leur territoire. Voilà pourquoi personne ne peut les insulter. Oh, nous, on nous insulte parce qu'après, vous avez des petits États là où les gens se prennent pour des caïds sérieux. Alors que le problème de fond, ce n'est pas celui-là. Voilà pourquoi, en réalité, il y a du racisme en Europe. Et nous allons y mettre fin. Et quand nous y mettrons fin,
La chance que les Européens ont, c'est que quand nous mettrons fin, nous réalisons ces deux conditions-là, ça va permettre aux Européens eux-mêmes de vivre mieux. Parce que l'Afrique est humaniste. Merci beaucoup à vous, Dr Dominique Yantimbar. Alors, un autre invité qui est déjà là, aussi invité de ce soir, une voix, un nom que vous connaissez très bien, mesdames et messieurs, Jonathan Batengene. Vous êtes analyste politique. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, monsieur Michel. Bonsoir à notre aîné, Dr Yam. Bonsoir à notre illustre aîné que vous allez présenter, techniciens et tout le personnel Afrique Média, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. D'accord. C'est un véritable plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Une ou deux phrases sur ce qui vient de se passer, ce que vous avez regardé tout à l'heure. Avant, chacun doit mettre une priorité dans ses problèmes. Nous avons un problème prioritaire. Notre sœur Edith Bucheri-Ballet qui est arrêtée, qui est embastillée par le dictateur despote sanguinaire de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Madame Edith Bucheri-Ballet est libre, elle est une héroïne de l'Afrique, elle mérite d'avoir sa liberté et nous demandons au dictateur despote sanguinaire d'Abidjan de laisser Madame Edith Bucheri-Ballet parce que ce n'est pas elle qui a fait de lui un entrepreneur du mercenariat. C'est lui-même qui s'est engagé dans cette histoire. Ces mercenaires qui sont arrêtés au Mali, c'est parce qu'ils se sont fourrés dans une affaire tordue et ces derniers ont bien eu le mérite, la juste récompense de ce qu'ils étaient allés chercher. Ils sont en détention et c'est une bonne chose parce que la criminalité internationale ne doit pas être encouragée. Maintenant, Mme Edith Bucheri-Ballet qui a éventré cette malfaisance paye de son combat juste. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Edith Bucheri-Ballet, courage, courage, nous sommes tous avec toi, tous les panafricanistes. D'ailleurs, elle a été arrêtée, ça fait 3 mois, ça fait déjà plus de 2 mois qu'elle est là-bas. Et on lui a interdit toute visite. Vous voyez les conditions abjectes dans lesquelles la junte française, qui a 30 légionnaires actuellement en détention à Bamako, a mis cette digne citoyenne africaine au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan n'est que le larbin de la junte française. D'accord, je pense que par rapport, c'était la priorité, pas maintenant le sujet secondaire. Pour nous, ce n'est pas un événement. Excusez, hein, ce n'est pas que nous ne tenions pas compte, ce n'est pas un événement. C'est quand même aussi une très belle leçon. Une très belle leçon. Le premier à avoir fait les frais de cette leçon, c'était Mobutu. Il était devenu états-unien, il était le meilleur agent de la CIA, il a fait tuer le premier président de la République démocratique du Congo, le tout grand patriote Lumumba. Ça va surprendre certains. Non, président, parce que c'est lui qui avait gagné les élections. Non, non, on ne supporte pas les coups d'État. C'était un président, c'était le président. On l'a fait Premier ministre dans le cadre d'une entourloupe. Nous le reconnaissons comme le tout premier président de la RDC. C'est le MNC qui avait gagné les élections, Mouvement nationaliste congolais. Donc, c'est Mobutu qui avait fait les frais de cette situation. On l'a élevé, on l'a assimilé comme un bon agent de la CIA. Après, on l'a descendu comme une sorte de vulgaire chenapan qui n'avait pas droit aux honneurs. Il est mort en exil et puis bon, c'est fini son histoire. Aujourd'hui, notre frère a fait les frais de cette difficile expérience. C'est un message à toute la diaspora et à tous nos frères qui sont allés en Occident et qui se croient désormais qui sont des Occidentaux. On leur fait miroiter. Tu es anglais, tu es français, tu es... Non, c'est pour un but. Quand le but sera atteint, qu'ils auront vidé les Africains du continent, qu'ils auront réussi à mettre la main sur les ressources africaines. Ce n'est pas nous qui avons écrit le livre, c'est Jean Ziegler, lui-même c'est un Européen. Donc on ne peut pas nous dire que c'est nous qui avons dit qu'ils font main basse sur les richesses de l'Afrique. Donc quand ils vont faire main basse sur les richesses de l'Afrique, et que votre mission de cheval de Troie sera accomplie, ils vont vous rappeler effectivement
quelle est votre couleur de peau et que vous ressemblez à tous ceux que vous avez aidés à chasser du continent. C'est ça qui a commencé. Il ne faut pas que ces gens oublient d'où ils viennent. C'est ce qu'on leur a rappelé hier. À eux tous, ce n'est pas un message seulement à ceux députés. C'est un message à toutes ces diasporas qui se croient déjà assimilés. Eux tous, les Achille Mbembe, les Kalis Béala, tous ces gens-là qui disent « Je suis français, hein, je suis français ». C'est ça. On est en train de leur passer un message. Vous avez beau être français de papier, dans les têtes là, ils ne vous voient pas comme des Français. Vous êtes des Français de seconde zone. Vous avez manifesté, vous allez sortir. D'autres sont même devenus homosexuels, plus homosexuels que les Européens qu'ils ont trouvés. On leur a rappelé quelle est leur vraie nature. D'ailleurs, le monsieur là, nous on ne le condamne pas. C'est bien, il n'a pas dit une mauvaise chose. Rentrez en Afrique. D'ailleurs, nous le disons à nos frères, revenez. Revenez, mais cessez cette collaboration malsaine avec l'oppresseur. C'est ça la grande leçon pour les Africains. Cessez cette collaboration malsaine. Il y en a. Ils se vendent, vous voyez les comptes Twitter, ils disent je suis en cybersécurité, je travaille avec un autre écrit Westminster, l'autre écrit avec l'Élysée. Je souriais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, le message est bien passé. Que ceux-là prennent conscience. On a beau leur faire miroiter qu'ils sont désormais bien intégrés. En fait, c'est pour une mission. Vous savez pourquoi toute la société est remontée? Il y a en France, il y a en Occident, il y a la simulation. Il y a des gens qui sont députés, mais ils ne sont pas au fait des vrais secrets. Vous savez que même dans un groupe, il y a le cœur du groupe. Donc, on ne va pas partager les secrets les plus sensibles avec ceux qui ne sont pas dans le cœur du groupe. Donc, ce député, d'abord, il appartient à un parti, la France Insoumise, qui n'est pas bien créé dans le complot. Ils sont dans la périphérie du complot. Ceux qui sont dans le cœur du complot, vous savez pourquoi ils sont fâchés? Ils sont fâchés parce que ce monsieur-là est en train de poser un acte qui peut compromettre leur vrai plan. Ils disent, ah, ils commencent comme ça, ils vont se méfier de nous. Et si ceux-ci se méfient, on ne pourra pas attraper leurs frères qui sont de l'autre côté, qui n'ont pas ouvert les yeux. Donc voilà pourquoi tout le monde commence à tirer sur lui. On dit, mais tu es le mouton de la bergerie. Depuis que tout se passe ici, tu as brouté une belle fleur. Vous vous souvenez des fables de La Fontaine. Et on commence à faire de lui le vrai porte-étendard du racisme. Le docteur Yama a expliqué ici comment on nous fabrique le franc CFA. Le lion qui bouffe les Africains tous les jours, le chef de l'État, qui est le patron du racisme institutionnel. Celui-là, on le caresse dans le sens du poil. Non, lui, il défend les intérêts de la France. Pourtant, si tous ces noirs, même dont ce député parlait, qui sont dans les... tous ces Africains qui sont dans des barques, je ne sais pas trop, qui sont en mer, si même celui-là disait qu'il rentre en Afrique, ils viennent en Occident, pourquoi? Parce qu'il y a un système prédateur international qui est où le président de la junte française, ou bien de la France, s'il veut l'honorabilité, de la France, est l'un des artisans les plus habiles et les plus zélés. Quand il vient en Afrique, qu'est-ce qu'il dit? Il vient défendre les intérêts de la France. Quand il est venu à Yaoundé, il disait quoi? Qui vient défendre les intérêts de la France. Mais quand vous voyez comment il s'exprimait à Yaoundé, arrogamment, avec une volonté d'imposer sa volonté, il disait qu'il vient arracher des contrats. Dieu merci, il a trouvé quelqu'un qui était assez... Le patriarche de Yaoundé, c'est quelqu'un qui est assez tempéré, mais il sait encaisser et contenir les assauts. Il a su le contenir, si bien que ce dernier est reparti avec niet. C'est ça qui crée la misère. Les contrats pipés. Un système prédateur. Des conditions d'influence politique qui créent la guerre. Les Maliens, si vous voyez des Maliens dans ces navires, ils y sont par volonté propre ou bien parce qu'ils ont été entraînés. Les Maliens nous ont montré comment, les autorités maliennes nous ont montré comment les soldats de la junte française cohabitaient ou bien étaient complices des terroristes dans le cadre de la déstabilisation du Mali. Ils ont créé des guerres. En Côte d'Ivoire, ils ont créé des guerres. On va aborder tout à l'heure comment ils créent des guerres en Afrique centrale, en RCA,
c'est ici, sur ce plateau, que Noureddin Adam, qui a prôné la sécession du Centrafrique, quand il était pourchassé, à l'époque où il avait perdu ses bonnes relations avec la junte française, Noureddin Adam, chef rebelle, vous pouvez faire des checks sur ce que je dis. Vous allez trouver dans les archives d'Afrique Média l'interview de Noureddin Adam. Il avait dit sur ce plateau que c'est les Français qui leur donnaient les armes via les aéronefs des Nations Unies. Quand la France s'en va donner les armes aux rebelles, c'est pour que les Centrafricains vivent pacifiquement. On va revenir dessus. Non, parce que celui-là même dit que lui, le député en question, dit que lui, il disait même que c'est les populations qui sont dans ces navires qui rentrent en Afrique. Oui. C'est encore la France qui met ces gens dans les navires pour qu'ils viennent. Parce qu'il crée les conditions pour que ces gens ne vivent pas en paix. Il crée la misère. Il crée toutes sortes de calamités dans ces pays qui font que ces populations ne sont pas heureuses de vivre sur leur terre. Tout ça participe du rapport du Sénat français. L'élu qui était là, est-ce qu'il s'est soucié de nous rappeler ce que disait ce rapport qui était intitulé « L'Afrique sans les Africains » l'avenir de la France, qui a été repris par le Parlement européen? Non, il a oublié ça. La vertu, les boucs émissaires, Bolloré. Bolloré n'est qu'une goutte d'eau dans le système. Et tous les éléments qui sont dans le système, c'est eux qui ont causé ces conditions. Mais la grande information disant encore, c'est tous ceux-là qui croient qu'ils sont bien assimilés. Voilà ce qui vous attend. Une fois qu'ils nous auront éliminés, parce que c'est ça le piège, avec votre contribution, c'est ce qu'ils vont vous rappeler. Toi aussi, tu fais partie des moutons qu'on devait manger. Et ils vont s'occuper de vous. Donc il est temps maintenant de rejoindre le combat. Arrêtez de vous sentir plus européens que les Européens. Vous n'en êtes pas des fils comme ils le pensent, comme ils vous le disent. Ils savent que vous venez d'Afrique. Sentez-vous africains, comportez-vous comme des Africains et travaillez comme les Chinois ont fait. Tout à l'heure, le docteur parlait des les Chinois ne vont pas en Occident pour être plus européens ou bien occidentaux que quand ils y vont, c'est pour apprendre ce que les Occidentaux font et ils rentrent chez eux pour aider leur pays à mieux combattre ces Occidentaux. Faites pareil, c'est un message à notre diaspora. Ce qui s'est passé là-bas, c'est un signal fort. Si vous n'écoutez pas, ça veut dire que vous ne serez jamais sage. Voilà le message de Jonathan Batengene. Venez pratiquement de tout déverser sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, vous êtes astrophysicien, un habitué de cette émission. C'est toujours avec un véritable plaisir que nous vous accueillons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Boubacar et merci de m'avoir invité à nouveau. Bonsoir à mes copanélistes, donc Yam Timba et Jonathan Batengene. Et bonsoir bien sûr à tous les téléspectateurs du Maghreb panafricain, des chefs d'État. Bonsoir l'équipe technique. Et je vous écoute. Alors professeur, je pense qu'on va prendre la première thématique. Vous m'interrogez pas, moi qui ai vécu en France. C'est bizarre. Alors professeur, vous j'ai vécu en France. Allez-y. J'ai un très long vécu en France. Oui, voilà. Donc vous voulez nous zapper? Donc professeur, nous prenons la première thématique de cette émission. Qui connaît un peu mieux de quoi il s'agit. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quoi concrètement, professeur? Alors peut-être en 2 ou 3 phrases. Hein, d'abord, je vais rappeler que la première thématique de cette émission. D'abord, je vais rappeler que c'est pas la première fois qu'un député de la France insoumise subit ce qu'on laisse croire que c'est du racisme. Et c'était plus cru que ça. Et aussi d'autres partis. Il y a eu une députée de France insoumise, elle s'appelle De Bono. Voilà, elle a subi, elle vraiment, des propos racistes à plusieurs reprises. De Bono. Son prénom m'échappe un peu, mais ça peut revenir. Ensuite, il y a Madame Taubira à son époque. Elle était ministre de la Justice. Elle a fait voter une loi, justement, par laquelle l'État français reconnaissait que l'esclavage, la traite négrière était un crime contre l'humanité. Mais vous savez, cette loi a été dépouillée de ses attributs. Par exemple, tout ce qui concerne les réparations, éliminé. Tout ce qui concerne la mémoire, éliminé. Alors, ensuite, il y a même Rachida Dati. Parce qu'il n'y a pas que l'Afrique. Non, l'Afrique, c'est un tout. Rachida Dati aussi a subi des colibets. Surtout quand elle a voulu se présenter pour être maire du 16e arrondissement. C'était pas là. Soi-disant, il vient de banlieue, soi-disant d'origine immigrée. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Rachida Dati?
Alors, mais elle a tenu. Je parle de Rachida Dati. Toutes ces femmes ont tenu. Comme ça, de Bono, Madame Taubira. C'est des femmes fortes. Et finalement, la définition du racisme, classification hiérarchique des races humaines, tout ça. En quoi, dans le cas présent, dire à quelqu'un, si c'est à lui qu'on s'adresse, ou même aux Africains qui sont dans les bateaux, rentrez chez vous, en quoi c'est raciste? On me dit de rentrer dans mon village, je suis à Douala, en quoi c'est raciste? En quoi c'est discriminatoire même? On me dit, tout le monde, ça se voit, tout le monde sait d'où je viens. À moins que la personne croit qu'elle est chauve-souris. C'est-à-dire qu'elle est d'origine africaine, peut-être congolaise, hein, j'ai vu le bilongo, et en même temps, elle veut faire comme si on ne voyait pas sa couleur. C'est-à-dire qu'elle n'assume pas son origine. Mais, donc, sinon, en quoi c'est raciste? Tu es noir, tu es africain, ça se voit. On te dit, rentre chez toi. D'ailleurs, il n'a fait que dire, hein, il n'a pas agi. Il rentre chez toi, moi je lui réponds, je rentrais quand ça m'enchante. Dans mon enfance, pour ça je vous interpellez. Sinon, vous ne comprenez pas l'ordre de choc qui a traversé la France. C'est de la bêtise, j'y arrive. Oui. C'est de la bêtise. J'ai vécu en France, j'ai fait l'école primaire. Et le racisme était très cru à l'époque. Surtout chez les enfants. On le vivait en direct. Moi, quand on me disait rentre chez toi, c'était pas ça qui était raciste. C'est une injure récurrente. C'est quand on disait négro rentre chez toi. C'est le négro rentre, la combinaison de négro de rentre chez toi qui fait que ça devient raciste. Mais pas seulement rentre chez toi. Vous comprenez? Rentre chez toi. On voit, je suis africain, on parle de l'Afrique, rentre chez toi. Ok, il n'y a pas de problème. Mais la connotation qu'on donnait à l'époque à négro, c'est pas comme aujourd'hui. Vous voyez comment les choses changent avec le temps. Aujourd'hui, avec le rap, tu dis négro, c'est plutôt une fierté. Mais les choses ont changé. Mais à l'époque, quand on dit négro, rentre chez toi, la personne, elle veut faire, parce qu'elle veut faire mal. Elle veut faire mal. Là, c'est un commentaire. Et c'est entre députés. Et c'est pas tout. Le vrai racisme, il vient d'où? Permettez-moi alors de lire quelques petites choses. Parce qu'il n'est pas reconnu là. Le vrai racisme vient de Maïmonide. Gobineau même, c'est rien. J'ai déjà cité ça ici, je vais redire la phrase. Gobineau, le comte de Gobineau, c'est rien. Il n'est pas raciste. Comme celui que je citais la phrase. Hegel, c'est rien. Hitler même, dans Mein Kampf, c'est rien. J'ai dit qu'ils ont tous quelqu'un qui les a précédés. Bon, pourquoi ils ne mettent pas... En fait, cette polémique-là, et cette fausse polémique-là, c'est pour faire diversion par rapport au problème réel actuellement des Français. Ils utilisent l'immigration, les immigrés comme des boucs émissaires. Et là, c'est une façon de faire diversion, traîner sur un problème qui n'est pas le problème réel. Et en fait, beaucoup de gens de la France, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, parfois on se demande s'ils ne soutiennent pas Macron, puisqu'il plusieurs fois l'occasion se présente pour faire tomber le gouvernement, avec quand ils font le 49-3. À ce moment-là, ils vont dire, ah non, ceux-là sont du RN, du Rassemblement National. Et quand c'est le Rassemblement National, ah bon, ceux-là, c'est la France Insoumise. Pourquoi ils ne s'entendent pas pour faire tomber le gouvernement, alors qu'ils pourraient? Le 49-3 ne peut discuter que 2 fois. Ils peuvent se faire tomber le gouvernement. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont de mèche. Ils jouent tous leur rôle, le jeu de clown là. Ils sont de mèche. Et à chaque fois, les derniers qui ne sont pas au courant de l'affaire, peut-être qu'ils ne comprennent pas, eux sont sincères. Mais les gens qui sont à la tête de ces organismes, que ce soit syndicaux, moi je vous dis, j'ai vécu en France, que ce soit syndicaux, même la CGT aujourd'hui, que ce soit au niveau des partis politiques, ils sont tous de mèche. Ils jouent le jeu. Marine Le Pen a joué le jeu face à Macron, ça se voyait. Ça se voyait. Même les Français l'ont vu. Okay. Elle ne fait pas de réclamations alors qu'elle a droit. Parce qu'elle joue le jeu. On lui promet plus que ce qu'elle peut gagner tout de suite. Alors, je vais donc vous lire la phrase, je vais citer là-dessus. C'est de Moshe Ben Maïmon. Maïmonide, né fin 12e, né fin 12e, mort au 13e siècle. Alors voilà ce qu'il dit. Je trouve juste exactement ce qu'il faut. Voilà. C'est un peu la fraction. Ceux qui étaient hors de la ville, ce sont tous les hommes qui n'ont aucune croyance religieuse, ni spéculative, ni traditionnelle, comme les derniers des Turcs à l'extrême nord, les nègres à l'extrême sud et ceux qui leur ressemblent dans nos climats. Ceux-là sont à considérer comme des animaux irraisonnables. Je ne les place point au rang des hommes, car ils occupent parmi les êtres un rang inférieur à celui de l'homme et supérieur à celui du singe, puisqu'ils ont la figure et les linéaments de l'homme et un discernement au-dessus de celui du singe. Moshe Ben Maïmon, page, ça c'est le volume 1, page 434. C'est en 3 volumes. Moshe Ben Maïmon, dit Maïmonide. Le premier des talmudistes. C'est marqué de Google. Vous allez vérifier. Voilà ce qu'il dit.
Et il y a beaucoup de phrases comme ça. Ici, le titre du livre, c'est le guide des égarés. Il y a beaucoup de phrases comme ça. Et ce monsieur annonce 1000 ans avant Gobineau ce que Gobineau ne va faire que effleurer. C'est codifié chez Maïmonide. Avant Hegel, avant Hitler même. C'est déjà chez... Et c'est ça qu'eux ne peuvent pas toucher. Parce que ça, c'est la Bible de leur vrai patron. Les patrons de l'Occident, ça, c'est leur Bible. C'est pour ça que moi, je les appelle les talmudistes. Merci beaucoup. Merci donc beaucoup à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Nous allons prendre Issa Diawara qui est avec nous en multiplex. Issa Diawara, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à cette émission. Monsieur Abouakar Sidik, bonsoir au professeur Bellec, au docteur Yann Chimba, à mon frère Jonathan Batengene, et bonsoir à tous ceux qui sont en train de suivre Afrique Média. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Issa Diawara.